Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. La Ghouta, vous avez parfois entendu la Ghouta, parce qu'on l'a prononcée de manière plus française, sans y mettre l'accent nécessaire à l'arabe. C'est un nom qui résonne évidemment dans l'actualité. Et derrière ce nom, c'est un massacre. C'est un cataclysme humanitaire, a dit le ministre des Affaires étrangères français hier. La Ghouta, c'est cette banlieue de Damas que Bachar el-Assad est en train de rayer de la carte, en tout cas d'assommer de bombes, c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà plus de 300 morts en 3 jours. Et ce témoignage glaçant du chirurgien de guerre Raphaël Pitti, par exemple, ce matin, dans la matinale de Patrick Cohen. Jamais autant les Syriens ont eu à supporter une telle attaque. Hier, en tout cas, toute la journée, il y a eu 6 hôpitaux qui ont été totalement détruits. Les gens vivent dans les sous-sols pour se protéger. On veut terroriser complètement la population, on veut l'obliger à fuir, on veut l'obliger à céder. On est dans un état de siège qui dure déjà depuis plusieurs mois. La population est affamée, il y a des enfants qui meurent. L'UNICEF l'a dénoncé, l'ONU l'a dénoncé. L'ONU a demandé une trêve de 1 mois qui n'a pas été acceptée par les Russes. On est dans une situation épouvantable sur le plan humanitaire. La France doit-elle intervenir pour arrêter ce massacre? Le peut-elle d'ailleurs? C'est la question que je vous pose. Doit-elle au 39-21? Le peut-elle? On va la poser au général Dominique Trinquant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ancien du Liban et de l'ex-Yougoslavie notamment, ancien chef de la mission militaire française à l'ONU également. Et à Bertrand Badi, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste des relations internationales à Sciences Po. On l'a entendu, l'ONU a demandé vainement une trêve. C'est le tour de la France ce soir en mettant clairement les mots face aux actes de Bachar el-Assad. Écoutez Emmanuel Macron. Au prétexte de la lutte contre les terroristes djihadistes, le régime, avec quelques-uns de ses alliés, a décidé de s'en prendre à des populations civiles et vraisemblablement à certains de ses opposants. C'est pourquoi la France demande une trêve dans la Ghouta orientale afin de s'assurer des évacuations nécessaires des civils dans les meilleurs délais. Général, quel est le but exact de Bachar el-Assad? C'est effectivement de terroriser des populations civiles? Oui, c'est d'abord de reconquérir la Ghouta pour sécuriser Damas. Il faut rappeler que la Ghouta, ça a été la première offensive de l'opposition qui a été faite sur Damas, qui a failli prendre Damas d'ailleurs. C'était l'armée syrienne libre, soutenue par les Turcs. À l'époque et regardons la carte, puisqu'aujourd'hui il y a une menace au nord avec la Turquie. Et donc c'était la première offensive pour saisir Damas. Elle a échoué de peu. Et depuis, ça fait 6 ans en fait que cette zone est encerclée. Donc Bachar el-Assad a conquis le croisant fertile. Il lui reste à conquérir 2 choses. La Ghouta qui est juste à côté de Damas, de façon à ce que des roquettes ne puissent pas être tirées sur Damas. Et qui accessoirement est symbolique, parce qu'on ne peut pas avoir dit qu'on a repris son pays en main si on n'est pas propriétaire, si j'ose dire, de sa capitale et sa banlieue. En plus, c'est une population importante, quasiment 400 000 habitants. Donc il a besoin de sécuriser Damas. Pour ça, il va reprendre. Et il lui reste 2 enclaves. C'est celle-là. Et puis au nord-ouest, près de la frontière turque, où il est en train d'aider les Kurdes contre les Turcs. Donc on voit bien qu'il y a 2 actions en même temps. Au passage, on souligne que le gouvernement de Bachar el-Assad, qui était exsangue, mourant, finissant, avant l'intervention russe, a réussi, grâce au soutien russe, grâce à l'appui, avec un vrai but de guerre qu'on peut contester forcément, mais avec un vrai but de guerre qui est de reconquérir le territoire. Il est en train de gagner militairement. Le seul problème, et je laisserai la parole à d'autres pour parler de la politique. Vous parlez stratégie, je voudrais parler humain. Frapper les hôpitaux, terrifier les gens, ça fait partie de l'art de la guerre, pardon de le dire aussi trivialement. Non, mais souvenons-nous de ce qui s'est passé. Aussi. Oui, mais c'est très cynique, bien sûr. Mais je pense que le gouvernement de Bachar el-Assad est absolument très cynique. Et il a réussi l'opération à Alep. Je vous rappelle qu'à Alep, ça a été le matraquage, et à la fin, le matraquage sur la population. Donc, on en est réduit à quoi? À parler de l'humanitaire. Mais avec l'humanitaire, on ne va pas régler le problème militaire ou politique qu'il y a là-bas. Et donc, je comprends, mais interdire par exemple l'accès à l'aide humanitaire, interdire les corridors humanitaires pour permettre aux civils de fuir. Il y a 1 millier de rebelles à la Ghouta, à peu près. Et c'est sur eux qu'on tape là. Mais sauf qu'on tape aussi sur les 400 000 personnes qui sont là. Ça fait partie de la stratégie aussi, interdire le corridor humanitaire. Je reviens à ce qui s'est passé à Alep, c'était exactement la même manœuvre. Et comment ça s'est terminé à Alep? Finalement, par un cessez-le-feu, les rebelles sont sortis et Alep a été conquis et le massacre s'est arrêté. Donc c'est un peu la même manœuvre. Alors évidemment,
tout le monde autour de la table, et nous les premiers, crions à l'aide humanitaire, au scandale humanitaire, mais ce qui se passe, c'est que la terreur qui est semée dans cette enclave touche la population civile et va conduire probablement les rebelles à prendre une position de façon à dégager la position. On peut dire trivialement et de manière terrible que c'est de bonne guerre ? Non, c'est pas de bonne guerre. Mais si vous voulez, après, parce que pour moi, c'est un crime de guerre, par exemple, de frapper les hôpitaux. Bien sûr, mais je vais faire un parallèle qui va sûrement vous choquer. Mais Mossoul, en Irak, a été conquis par les Occidentaux avec des tapis de bombes. De la même façon, lorsqu'on fera le calcul, et on ne le fera jamais officiellement, du nombre de morts tués à Mossoul, de la durée qu'il a fallu pour conquérir la ville, et du nombre de morts qu'il y a eu à Alep, ou peut-être demain dans la Ghouta, on verra que peut-être il y a eu un calcul totalement cynique, mais qui a permis au gouvernement de Bachar al-Assad de reconquérir la banlieue de Damas. On a dit les choses, je crois, vous les avez dites de manière extrêmement claire. Ça apparaîtra brutal, évidemment, pour certains, mais en tout cas, c'est extrêmement clair sur la stratégie poursuivie. Bertrand Badi, on peut faire arrêter ça, ou l'appel, par exemple, d'Emmanuel Macron à une trêve n'a aucune chance d'être entendu ? D'abord, il ne faut pas oublier, je pense pouvoir le dire devant le général Trinquant, que on n'est pas face à une guerre, on est face à un conflit qui ne ressemble pas du tout à la confrontation entre armées, premièrement. Et que l'intervention de forces militaires extérieures dans un conflit de cette nature aboutit presque mécaniquement à des résultats catastrophiques. Il n'y a pas une intervention de cette nature qui a abouti à un résultat probant depuis que, au-delà de 1989 et la fin du conflit Est-Ouest, se prolifèrent ces formes nouvelles de conflictualité que l'on essaye d'arrêter par des interventions militaires qui, à chaque fois, aboutissent à des catastrophes. Il ne faut quand même pas oublier une chose très simple, c'est que la plupart des parties prenantes dans le conflit syrien sont des parties battues, défaites. Défaites peut-être sur le plan militaire, mais dans le cas syrien, surtout défaites sur le plan diplomatique et politique. Les États-Unis ont été totalement paralysé sur le plan politique. Barack Obama, on l'a beaucoup critiqué, a eu la sagesse de se retirer dans un contexte où effectivement l'armée américaine ne pouvait pas faire grand-chose. Les États-Unis n'ont plus d'alliés, les puissances occidentales n'ont pas d'alliés sûrs dans la région. Nous sommes absolument impuissants par rapport à ce qui se passe à la Ghouta en ce moment. Mais nous ne sommes pas seulement impuissants, nous sommes hors du jeu. Et c'est ça qui est l'élément peut-être le plus déterminant dans cette affaire. C'est ce qu'avait pressenti Barack Obama lorsqu'il avait choisi une stratégie de non-intervention, contrairement à ce que maladroitement il avait annoncé qu'il ferait. La France, et c'est assez pathétique de voir que la France, comme les États-Unis, comme les puissances occidentales, cherche plus tellement à mettre fin au conflit syrien qu'à retrouver une place dans la négociation de la question syrienne. Ce qui est une chose différente. À l'instant, Moscou appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. On va parler justement du rôle des Russes dans ce conflit parce qu'il semble bien que eux, en revanche, ont parfaitement la main. Et puis je voudrais qu'on écoute Manuel qui nous appelle de Marseille pour nous parler c'est un père de soldats, Manuel. Il nous parlera justement de son fils qui est parti sur un terrain d'opération extérieure. À tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921, 50 centimes la minute. Après la fermeture, dans une agence Profil Plus. Alors ce matin, le fils de Madame Michel est passé pour remplacer ses pneus. Il s'agit d'une voiture pas récente qui roule quand même tous les jours. On est sur un budget serré. Fallait que je lui trouve un bon pneu au bon prix. Je lui ai proposé du BF Goodrich. Bravo, super. Excellent. Marque sélection de Profil Plus. Merci. Et en plus, j'ai pu lui faire profiter d'une carte cadeau de 30 €. Jusqu'au 18 mars chez Profil Plus, achetez des pneus BF Goodrich et recevez jusqu'à 30 € en carte cadeau illicadeau. Rendez-vous en agence ou sur profilplus.fr. Profil Plus. Profil Plus, demandez plus à vos pneus. Avec Vérissure, votre alarme détecte le cambriolage avant même qu'il ne se produise. Et donc tu vois, si quelqu'un force la fenêtre, bim, ça sonne. Génial, non? C'est sûr. Détecté avant même d'être entré. Et si j'installais le même sur le frigo, histoire d'éviter les intrusions? Génial, non? Rendez-vous sur Vérissure.fr. Votre alarme avec protection 24 h sur 24, c'est sûr, c'est Vérissure. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. On parle ce soir de ce qui se passe en Syrie et de la possibilité qu'aurait la France d'intervenir diplomatiquement,
de manière humanitaire ou bien militairement? C'est la question que je vous posais à tous les deux et vous m'avez dit tous les deux, Dominique Trinquant, le général Dominique Trinquant, comme Bertrand Badi qui est spécialiste des relations internationales à Sciences Po, oubliez, ça ne va pas se passer comme ça. Parce qu'on n'a pas les moyens militairement d'intervenir aujourd'hui, général? Non, on n'a pas les moyens. Intervenir pour faire quoi? Pour intervenir sur les pièces d'artillerie qui sont autour de la Ghouta, contre les bases aériennes qui bombardent. C'est absolument très compliqué. On a choisi dès le départ de cette crise en Syrie de ne pas s'engager, d'être hors jeu. Aujourd'hui, la seule façon que nous ayons de pouvoir intervenir, c'est de parler d'humanitaire et de parler réunion du Conseil de sécurité. C'est ce qui se passe, puisque je disais tout à l'heure que la Moscou réclame à son tour une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Alors vous citiez, pourquoi faire d'ailleurs? Vous citiez Moscou, ça fait partie de la stratégie. Moscou appuie le gouvernement de Bachar al-Assad depuis le début. C'est lui qui l'a empêché de s'effondrer. C'est lui qui l'a aidé à reconquérir le croissant fertile. Aujourd'hui, il l'aide face au nord et dans cette région-là. Et il l'aide au Conseil de sécurité parce qu'en amenant le sujet devant le Conseil de sécurité, on va gagner du temps. On va peut-être avoir une déclaration sur l'aide humanitaire. Pardon, naïvement, certains pourraient se dire, Moscou amène le sujet, on va pouvoir négocier, on va pouvoir sortir de cette affaire. Vous me dites non, on y va pour gagner du temps. Vous êtes d'accord avec ça? On gagne du temps? Oui, il faut voir qu'il y a deux éléments importants dans cette affaire. C'est que d'abord, ce qui est nouveau... Parce que du temps, c'est des bombes, sur la Ghouta. Hein. Oui, bien sûr. 120 bombes par jour, on en est à 100 morts par jour en ce moment. Hein. Le succès militaire des Russes tenait au fait que la Russie a eu et a toujours des points d'appui dans la région, c'est-à-dire des vrais alliés. Le gouvernement de Damas, bien entendu, l'Iran et le Hezbollah, même d'une certaine façon, et a pu établir un point d'équilibre avec la Turquie. Les puissances occidentales n'ont pas d'alliés, n'ont pas de point d'appui. Deuxième élément, le succès militaire est une chose, sa conversion en victoire politique et diplomatique en est une autre. Et là, l'intransitivité est totale. C'est-à-dire que la Russie peut marquer des points sur le plan militaire. Militairement, vous dites qu'il ne devient pas pour autant le maître du jeu. Ça permet de consolider le pouvoir de Bachar à Damas, mais ça ne permet en rien de progresser dans la solution politique et diplomatique. Si la Russie est intervenue dans cette affaire, c'est en grande partie pour restaurer son statut sur la scène internationale. Elle a pu le faire à partir effectivement de succès militaires liés à ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, ce statut, elle ne l'aura reconquis totalement que si elle parvient à déboucher sur une victoire politique et diplomatique. Toutes les tentatives de la Russie en matière diplomatique, et notamment la fameuse conférence, le processus de Sotchi, aboutit à une impasse. Et on est dans une situation où l'élément central de chaque diplomatie n'est pas tant de gagner la paix que de faire en sorte que les initiatives diplomatiques de l'autre échouent. C'est-à-dire que la principale obsession des États-Unis, c'est faire échouer Sotchi. La principale obsession des Russes, c'est d'empêcher les Occidentaux de revenir dans le jeu diplomatique chahien. Vous comprenez que dans ce contexte-là, eh bien, effectivement, une victoire politique et diplomatique est impossible et qu'une intervention militaire des Occidentaux aurait un effet de complication énorme du jeu, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de partis, pour la plupart non étatiques, qui participent au jeu syrien et qui créent un imbroglio absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'intervenir en Syrie, c'est risquer de se voir contré par toute une série de forces avec lesquelles on peut d'autant moins négocier que la plupart du temps, on n'y met pas un doigt. Pour parler clair, on n'y met pas un doigt. Enfin, c'est ce que vous me dites tous les deux depuis le début. Je voudrais qu'on écoute Manuel, général, je voudrais que vous lui répondiez ensuite. Bonsoir à vous Manuel et merci de nous appeler depuis Marseille. Bonsoir Laurent, bonsoir à vos invités. Bonsoir. Moi je suis tout à fait d'accord avec vos invités. Moi j'ai mon fils qui a été au Mali tout à fait au début, là, il a fait 4 mois. Ouais. Il va repartir encore là-bas dans 4 mois. Aujourd'hui je pense qu'il y a 2 militaires français qui ont été tués. Absolument. Bon, moi, la Syrie, je pense qu'il faudrait quand même pas que M. Macron fasse comme M. Hollande. M. Hollande il nous avait dit qu'on est allé là-bas pour faire de la logistique et aujourd'hui on se trouve embourbé dans une situation que moi je me demande honnêtement comment elle va finir cette situation. Mais en Syrie, je pense qu'il faudrait peut-être que M. Macron réfléchisse un petit peu aussi, justement parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on a quand même aussi les Russes qui ne sont pas d'accord. La Russie n'est pas d'accord. N'est pas d'accord avec les autres. Donc moi, à limite d'y aller, je sais pas. Je suis mal passé pour le savoir, mais bon, vos invités vous le disent. Par contre, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que comme au Mali, on devait être un tas de pays,
Moi, je pense qu'il faudrait peut-être négocier d'abord, voir tous les pays et que tout le monde mette un peu les mains à la pâte. Que ça passe par les Nations Unies et que ça redescende, par exemple, sous la forme d'une force africaine. Merci beaucoup pour votre intervention sur le Mali, mais moi, j'entends ce que dit Manuel, qui est très important en général. Hein. Oui, c'est-à-dire, ne mettons pas le doigt là-bas. Non, mais le rôle de la France, on parle du Conseil de sécurité, les Russes demandent la réunion. La France a un rôle à jouer au Conseil de sécurité, et là peut jouer un rôle important, parce qu'elle joue généralement des rôles importants au Conseil de sécurité. Et je parlais de la négociation qui fait prendre du temps. Il y a deux négociations. Il y a la négociation officielle à New York, le jeu de la table. C'est ça. Voilà. Et puis il y a la négociation qui est en train de se faire là-bas, par des contacts directs avec les combattants. Quand vous dites là-bas, c'est en Syrie, donc. Oui, en Syrie et dans la Ghouta, parce que les contacts sont établis. Vous pensez bien qu'une zone qui est encerclée depuis 6 ans, les contacts existent. Et donc la question est, est-ce que vous voulez combattre jusqu'au bout, jusqu'à la mort et tuer beaucoup de populations autour de vous, ou est-ce que vous voulez trouver une sortie que nous vous organiserons de façon à pouvoir conquérir à moindre frais la Ghouta. Je pense que c'est ce qui se passe actuellement entre les Syriens, les Russes et les opposants qui sont dans la Ghouta. Et on a à voir dans cette discussion ou pas du tout? Non, là on doit être un peu... On est vraiment hors jeu. On doit être hors jeu. Merci pour ce constat à tous les deux. Merci beaucoup Manuel de nous avoir appelé depuis Marseille pour nous parler de votre fils dont vous nous avez dit qu'il repartait au Mali avec de l'inquiétude dans la voix, on l'a bien entendu. Général, merci d'avoir été là. Dominique Trinquant, merci beaucoup Bertrand Badi d'avoir été notre invité spécialiste des relations internationales à Sciences Po.